Bonjour à tout le monde. Hello everyone. We are still expecting many people to join us. Donc, nous attendons encore plusieurs personnes pour nous rejoindre. Je vais parler donc en français pour présenter ce webinaire. C'est pour ça que nous avons attendu quelques minutes. Je sais qu'il y a des personnes actuellement qui continuent à se joindre à nous. Aujourd'hui, donc, on va parler de la criminalisation du contrôle coercitif et faire un état des lieux là-dessus, ce qui va être présenté par Amélie Lamontagne, qui est doctorante en droit à l'UQAM. Donc, en fait, merci beaucoup, Amélie, d'avoir accepté notre proposition de présenter ce sujet qui passionne beaucoup de monde. Donc, on est très content d'avoir plusieurs personnes, voilà, présentes aujourd'hui. Petite consigne dès le départ. Vous voyez actuellement l'écran de diapositive française ou anglaise au-dessus. Il y a les options d'affichage. Si vous voulez changer ça en diapositive anglaise, il suffit de cliquer sur la petite flèche à droite et là, vous allez avoir accès en fait aux diapositives anglaises ou françaises selon votre choix. De la même manière, si vous souhaitez avoir accès à l'interprétation, il suffira de cliquer sur le lien en bas, interprétation pour changer la langue. Euh, voilà, donc là, je vois oui, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui nous disent bonjour, qui se connectent aussi de l'étranger. Bonjour de France. Alors, de Guadeloupe, il y a beaucoup de personnes présentes à ce webinaire. Alors, écoutez, donc, j'espère que tout le monde m'entend bien. J'espère aussi, voilà, qu'il n'y a pas trop de soucis. N'hésitez pas si vous avez des questions que vous n'arrivez pas à changer au niveau de l'interprétation ou au niveau, en fait, des diapositives. Voilà, diapositive, c'est vraiment en haut à côté avec la petite flèche et en bas, vous pouvez cliquer sur l'interprétation. Donc, c'est ça. Bienvenue à toutes et à tous. Puis merci pour votre intérêt pour ce webinaire. Donc, je vais vous présenter Amélie Lamontagne qui va donc vous présenter le sujet sur la criminalisation, pardon, du contrôle coercitif et faire un état des lieux. Donc, Amélie Lamontagne détient une maîtrise en criminologie. Elle a travaillé plusieurs années comme intervenante auprès de femmes victimes de violences conjugales, autant au Québec qu'en Écosse, au Royaume-Uni aussi, où elle a prodigué du support aux victimes à la cour criminelle. Elle a récemment travaillé auprès de l'Alliance des maisons d'hébergement en deuxième étape sur l'élaboration d'un écosystème de support aux victimes de violences conjugales qui souffrent d'un traumatisme crânio-cérébral. Et elle est en cours de réalisation donc d'un doctorat en droit à l'UQAM où elle se penche sur la criminalisation du contrôle coercitif. Bien, écoutez, je vous remercie. Oui, il y a beaucoup de questions. Alors, juste pour faire une petite précision, pour toutes les questions par rapport au contenu, on va se garder un petit moment à la fin pour vous répondre aux questions. Euh, Puis, c'est ça. Ben, je vous remercie pour votre présence. Et puis, à moins qu'il y ait autre chose, oui, il y aura certainement besoin d'avoir la copie de la présentation après. Mais c'est ça, je vais directement laisser la parole en fait à Amélie Lamontagne, que je remercie d'être présente aujourd'hui. Merci beaucoup, Katia. Je veux juste vérifier, est-ce que vous m'entendez bien? Katia, ça passe bien toujours le son? Parfait. Oui, Euh, Excellent. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui n'entendent que le français jusqu'à présent. Je ne sais pas si on peut peut-être répéter la consigne pour pouvoir ouais, se rendre. ouais, je vais la répéter la consigne. Alors, peut-être que les personnes qui font l'interprétation peuvent aussi le dire en anglais pour les personnes qui sont sur la chaîne anglaise. Donc, il y a un bouton interprétation en bas sur lequel on peut cliquer pour avoir la langue. Ça, c'est vraiment dans votre barre en bas en noir. Et en haut, vous voyez actuellement l'écran de diapositive française. À côté, vous avez option d'affichage, une petite flèche vers le bas. Quand vous cliquez sur la flèche, vous avez accès en fait à diapositive anglaise ou française. Parfait. Merci beaucoup, Katia.
Donc, Merci. merci beaucoup pour ton introduction. Alors, comme Katia disait, je suis doctorante en droit à l'UQAM, puis je suis une ancienne intervenante auprès de femmes victimes de violences conjugales. Puis peut-être faire une petite parenthèse, quand j'ai fait un séjour, puis j'ai été travailler pendant quelques années au Royaume-Uni, en Écosse, le concept du contrôle coercitif est quelque chose qui était utilisé absolument partout. Donc, autant auprès des intervenants sociaux que dans la manière de définir la violence conjugale par le gouvernement écossais. Puis, c'est quelque chose qui m'est apparu comme faire énormément de sens pour pouvoir réussir à comprendre l'expérience de femmes victimes que j'avais supportées au Québec et ensuite, évidemment, en Écosse. Alors, je suis vraiment contente de pouvoir vous parler de d'où est-ce qu'on est rendu au niveau de la question de la criminalisation de ce genre de comportement. Je pourrais pas nécessairement répondre à toutes vos questions, mais au moins, on va mettre la table sur la question, puis j'espère que ça va pouvoir être utile à certains et certaines d'entre vous. Katia, peux-tu aller à la prochaine diapo? Donc, avant qu'on aille plus loin, on voulait faire une reconnaissance territoriale. Je vous la lis. Pensez aux terres traditionnelles sur lesquelles vous vous trouvez actuellement et rejoignez-nous pour reconnaître et remercier les générations du peuple autochtone qui ont pris soin de ces terres et pour célébrer la force et l'esprit continu des peuples autochtones. Le travail en cours visant à concrétiser la promesse de vérité et de réconciliation dans nos communautés et, en particulier, à rendre justice aux femmes et aux filles autochtones assassinées et disparues à travers le pays devrait éclairer nos discussions lors de cette réunion et au-delà. Donc, on gardera ça en tête en même temps de faire le tour de la question du contrôle coercitif. Peux-tu passer à la prochaine, s'il te plaît, Katia? Merci. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse une présentation en 4 points. La première va être de revenir sur le concept du contrôle coercitif pour que tout le monde soit sur la même page, pour qu'on s'entende sur de quoi est-ce qu'on parle. Ensuite, je vais faire un bref tour d'horizon de la criminalisation à l'international. Alors, quelles juridictions ont créé des infractions de contrôle coercitif? Où est-ce qu'on est rendu avec tout cela? Puis ensuite, je vais décortiquer le projet de loi C-332 qui est présentement à l'étude au Sénat au Canada et qui propose de modifier le Code criminel canadien pour pouvoir rajouter une infraction de comportement coercitif ou contrôlant. Puis finalement, on va discuter un peu des premières conclusions, des premières pistes qui ressortent de l'exemple international quant à l'application de ce genre d'infraction. On peut aller à la prochaine. Alors, le contrôle coercitif. Encore une fois, pour mettre la table un peu sur ce qu'on veut dire, le contrôle coercitif, c'est un concept qui est bien connu des milieux militants, féministes, des milieux d'aide aux victimes de violences conjugales depuis longtemps, mais qui a été nommé et popularisé par le sociologue américain Evan Stark au début des années 2000, au travers de son livre Coercive Control, The Entrapment of Women in Personal Life. Alors, ce que Stark amenait comme changement de paradigme, c'était l'idée de venir regarder certaines formes de violence conjugale comme étant des atteintes aux droits fondamentaux de la personne. Donc, essentiellement, au lieu de regarder la violence conjugale seulement au travers d'incidents uniques et d'atteintes à l'intégrité de la personne, voir la manière dont est-ce que ça vient limiter la façon dont une personne peut faire partie active de la société et les dommages que ça a sur l'individu. La violence conjugale, le contrôle coercitif, un élément qui est très important à mettre de l'avant par rapport à ce concept, c'est que c'est quelque chose qui est individualisé et quelque chose qui se produit sur une longue période de temps, où la sphère d'action de la personne victime va se retrouver à être de plus en plus limitée.
Le refuge de l'Ouest de l'île de Montréal indique que, ultimement, le contrôle coercitif entrave l'exercice de droits fondamentaux, notamment le droit de la liberté, la dignité ou la sécurité de la personne. Une image qui est souvent utilisée pour pouvoir décrire le contrôle coercitif, ce serait celui d'une pièce. Donc, en rentrant dans une relation, la personne rentre dans une pièce qui est grande et lumineuse et tout à fait normale. Puis, au fur et à mesure que la relation continue dans le temps, les murs se rétrécissent jusqu'à ce qu'éventuellement la personne se retrouve recroquevillée au sol, puis ne voit pas de manière de sortir de cette prison. C'est un phénomène d'attrition, une usure à long terme de la personne qui est souvent sournoise et qui est basée sur une connaissance fine et intime de la personne victimisée. Hier, j'étais au lancement d'une plateforme web sur le contrôle coercitif du regroupement des maisons d'hébergement du Québec. Puis Karine Barrette, une de leurs avocates, a donné une image que j'ai trouvée qui était assez frappante, que le contrôle coercitif, c'est pas une photo dans la vie des victimes, c'est vraiment un film, quelque chose qui se passe sur une longue période de temps. Le prochain élément qui est très important à la notion du contrôle coercitif, c'est la notion de genre. Alors, la littérature fait bien état que le contrôle coercitif, ça peut se produire dans toutes sortes de relations, que des hommes comme des femmes peuvent en être victimes, que ça peut se produire dans des relations LGBTQ+, mais que la majorité du phénomène se produit par des hommes contre des femmes. Puis également, un point par rapport au genre qui est important dans le contrôle coercitif, c'est que les violences, les abus qui sont commis peuvent se cacher derrière des comportements qui sont codés comme genrés. Donc, par exemple, où est-ce que certains comportements vont être perçus comme étant plus naturellement faits par un homme ou plus naturellement faits par une femme et ainsi aller cacher des dynamiques d'abus. Donc, on pourrait dire, on s'attend à ce que les femmes vont avoir plus la tâche domestique à la maison, on s'attend à ce que les hommes vont être davantage la personne qui prend les décisions, mettre leur carrière de l'avant ou être la personne responsable des finances. Et alors, parfois, la dynamique abusive peut être camouflée au travers de ces éléments-là. Est-ce qu'on peut aller à la prochaine diapo? Merci. Donc, pour définir qu'est-ce qu'on entend par coercition puis qu'est-ce qu'on entend par contrôle. La coercition, c'est quelque chose avec laquelle on est généralement très familier. Donc, ça va être l'utilisation d'une force ou de menace pour contraindre à un comportement. C'est un type de comportement qui a une influence qui est très directe, puis qui est généralement déjà criminalisé de différentes manières par le code criminel. Donc, on pourrait penser à des voies de fait, par exemple, ou des menaces. Avec toutes sortes de déclinaisons de ce genre de comportement-là. Le contrôle, lui, c'est l'élément qui est assez charnier du contrôle coercitif. C'est un élément qui est peut-être un peu moins bien compris. Où est-ce qu'on force l'obéissance de façon indirecte en privant les victimes de ressources et de réseaux d'aide essentiels, et ça en les exploitant, en leur dictant leurs propres choix et en leur imposant des comportements particuliers par des règles visant les activités quotidiennes. Donc, c'est un effet indirect qui est plus sournois, où est-ce qu'on place une structure dans le quotidien qui va venir décider essentiellement des comportements qui vont être possibles ou pas de faire pour la personne victime. Donc, une chose qui est vraiment importante de mettre de l'avant avec le contrôle coercitif, c'est que tous ces éléments de coercition et de contrôle, c'est essentiellement une boîte à outils qui est utilisée par la personne par l'auteur des violences. Les violences physiques, comme les violences verbales, comme les éléments plus subtils de contrôle, peuvent tous être utilisés dans la relation pour pouvoir imposer une situation de débalancement de pouvoir entre la personne qui domine et l'autre conjointe dans la situation. Est-ce qu'on peut aller à la prochaine diapo?
Donc, je passe très rapidement quelques exemples de coercition. Encore une fois, c'est relativement simple à comprendre. Des violences physiques, ça peut être étouffé, étranglé, séquestré, l'humiliation. On pourrait penser empêcher quelqu'un de dormir dans son lit, d'utiliser des produits sanitaires ou de se nourrir. On pourrait parler d'autres éléments comme conduire dangereusement alors qu'on est en colère, tout type de comportement qui va venir viser à impacter le comportement de l'autre directement. Si on passe à la prochaine diapositive, je vais vous parler un petit peu du contrôle. Alors là, ça, c'est seulement certains exemples, mais il y a une panoplie de manières dont ça peut se manifester. Isolation, on pourrait penser à un cas où est-ce que une personne, lorsqu'elle revient à la maison, subit systématiquement un interrogatoire. On y a vu de la maternité, on pourrait penser à un conjoint qui prend toutes les décisions par rapport à les enfants. Non, tu peux pas aller voir le bébé quand il pleure. Oui, tu allaites jusqu'à tel moment, c'est pas ta décision. Empêcher la contraception, ce genre d'éléments. Au niveau des humeurs, ça peut être faire la grève du silence, par exemple, où est-ce que la personne victime doit essayer de deviner pourquoi est-ce que l'auteur de violence est de mauvaise humeur et avoir à se plier en quatre pour résoudre la situation. Au niveau de l'argent, on pourrait penser à donner des montants insuffisants pour pouvoir répondre aux besoins de base, puis se fâcher lorsque la personne victime n'arrive pas à combler ses besoins. La négation des perceptions, c'est quelque chose qui est assez central au contrôle coercitif. On en parle parfois sous le terme de gaslighting. Alors, ça peut être se comporter de manière très cruelle, puis ensuite dire que la personne est trop sensible, elle n'a pas de sens de l'humour. Promettre de faire des choses, pas tenir la promesse, puis ensuite dire ah non, j'ai jamais rien promis de tel, ou essentiellement inventer des histoires puis faire douter de la mémoire de la personne victime. Au niveau du non-respect des droits, ça pourrait faire sentir la personne victime comme une esclave, l'empêcher d'avoir accès à ses documents importants. On peut parler de prise de décision unilatérale ou encore de rejet des responsabilités. Un qui revient souvent en contexte de support aux victimes de violences conjugales, c'est je peux pas le quitter, il a menacé de se suicider, puis s'il suicide, ça va être ma faute. Donc, il y a vraiment un rejet de responsabilité vers la victime. Si on passe à la prochaine diapo. Donc, je trouvais que ça ramenait bien le sujet. Stark dit que when coercion and control occur together, quand le coercition et le contrôle arrivent ensemble, il y a une condition of unfreedom, donc une condition inverse à la liberté qui se produit, donc l'entrapment. Essentiellement, l'imposition des tactiques, donc de cette boîte à outils, crée une situation où la personne victime perd ses libertés individuelles, elle perd son pouvoir d'action, son accès à l'extérieur, son contrôle à sa vie personnelle et sa perception de compétence. Donc, pour des exemples plus concrets, à la prochaine diapositive. Bon, là, le premier, je vous avoue, j'ai été le voler sur le site de SOS Violence Conjugale. Je trouvais qu'il faisait très bien. Je vous le lis. Juste avant mon party de bureau, il m'a prise par les épaules de force devant le miroir. Il me disait que j'étais maquillée comme une guidoune. Je l'ai supplié d'arrêter. Il disait que je voulais impressionner quelqu'un. J'avais beau lui dire que c'était pas vrai, essayer de le raisonner, lui dire que c'est à lui que je voulais plaire, il continuait et j'ai tout fait. J'ai fini par crier après lui. J'ai griffé sa main en essayant de me déprendre. Il m'a lâché en me traitant de crise de folle. Lors de la soirée, Est-ce qu'il y a un problème de son? Excusez-moi. Oui, ça a coupé d'un coup. Juste une petite seconde. Non, ça ne fonctionne pas encore. Ah, Je vais me mettre sur le système de oui, l'ordinateur. Est-ce que c'est vous bon. m'entendez bien? C'est bon, c'est parfait. Je m'excuse, je pense que mes écouteurs sont morts.
Je vais continuer avec le système audio de l'ordinateur. On va espérer que ça fonctionne bien. Donc, je finis ça à vous le lire, mais essentiellement, ce que je voulais dire par cet exemple-là, c'est que dans ce cas-ci, il peut y avoir des situations au niveau du contrôle coercitif où est-ce que les abus sont perpétrés dans le privé, puis la vision que les gens autour ont de la situation peut être complètement différente de ce qui s'y passe, réellement. D'ailleurs, les abuseurs conjugaux vont parfois avoir très bonne prestance, très bonne mine vue de l'extérieur, c'est en creusant un petit peu plus loin qu'on peut voir ce qui est en train de se produire dans la situation. Puis si on va au prochain cas. Donc, celui-ci, c'en est un qui provient de ma pratique. C'est une femme avec qui j'avais travaillé à Édimbourg, à la cour criminelle. Elle, ce qui s'était produit, c'est qu'elle avait été en relation pendant plusieurs années avec un conjoint abusif. Il y avait eu séparation. Après la séparation, lui avait mis le feu à la voiture de ses voisins, puis lui avait envoyé des messages menaçants en grande quantité sur une courte période de temps. C'était ensuite des poursuites aux criminels et l'homme s'était fait donner des conditions de libération où il n'avait plus le droit de la contacter ou de venir à la résidence familiale ou sur la rue où résidait cette femme. Par contre, dans les mois suivants, l'ex-partenaire a trouvé toutes sortes de manières pour continuer à faire sentir sa présence à cette femme. Donc, il lui envoyait des paquets à la maison, il lui envoyait du take-out, donc la nourriture à sa maison, en son nom. Il envoyait des lettres au conseil de ville en son nom. Il venait à l'entrée de la rue, juste à l'endroit où est-ce que les conditions terminaient pour pouvoir être présent, puis encore une fois, faire sentir sa présence. Alors, quand nous, on a commencé à travailler avec cette femme-là, elle a été évaluée comme étant à haut risque de vivre des violences futures. Puis, sa santé physique, sa santé mentale avait complètement dégradé dans les années qui avaient suivi la séparation. Elle avait fait plusieurs tentatives de suicide, puis elle voyait vraiment pas comment est-ce qu'elle réussirait à se sortir de ça. En fait, le fait d'avoir été en relation avec ce conjoint abusif-là, c'était comme si elle était condamnée à avoir à continuer à vivre un tourment puis elle n'arrivait pas à savoir quand est-ce que ça allait pouvoir éventuellement terminer. Donc, si on va à la prochaine. Les conséquences du contrôle coercitif sont absolument pas bénignes. Elles sont multiples, puis ça se manifeste de différentes manières, autant au niveau de la santé de la personne. Donc, je vous donnais l'exemple de la femme avec qui j'ai travaillé un peu plus tôt, qui était suicidaire en lien avec cette situation qu'elle vivait. Mais le contrôle coercitif, c'est aussi un prédicteur de violences futures et aussi un prédicteur homicidaire. La limitation à l'autonomie et à la liberté de la personne, ça peut causer multiples dommages psychologiques. Il peut y avoir des problèmes de santé physique qui sont liés au stress chronique qui est relié à ce genre de situation. Et éventuellement, comme je disais, il y a la question de l'homicide potentiel. Il y a également toutes sortes de conséquences au niveau de la manière dont la personne peut faire vie active en société et également au niveau de sa vie privée. Donc, l'isolation qui peut être assez complète dépendant des situations, la difficulté à avoir accès à la vie sociale, à pouvoir prendre des décisions au sein même de son foyer, l'impossibilité de travailler ou de pouvoir avoir une certaine indépendance économique. Et souvent, des complications avec la relation avec les enfants, perte d'autorité, perte de contact, par exemple, sans compter le fait que les enfants eux-mêmes sont victimes de ce genre, de la situation de contrôle coercitif. Passer à la prochaine. Donc, ça, c'était comme je disais, pour mettre la table sur qu'est-ce qu'on entend par contrôle coercitif. J'espère que c'est relativement clair, puis que tout le monde est rendu à la même place là-dessus.
la connaissance qui a émergé dans les dernières années sur le contrôle coercitif. Il y a plusieurs pays dans le monde qui se sont dotés ou qui ont commencé à réfléchir à se doter d'infractions criminalisant spécifiquement ce type de comportement-là. C'est principalement des pays du Commonwealth dans lesquels ça se produit jusqu'à présent. Alors, la Tasmanie a été le premier pays à se doter de ce genre de loi-là en 2004 avec le Family Violence Act de Tasmanie. C'était une infraction qui portait principalement sur le contrôle économique. Puis, plusieurs années suivantes, à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, une série de recommandations ont été émises en Europe pour demander aux pays de l'Union de se doter de lois pour pouvoir lutter contre les violences basées sur le genre de tout genre. Donc, incluant les violences physiques, psychologiques, économiques, sexuelles, entre conjoints actuels et anciens. C'est dans ce contexte-là que l'Angleterre et le Pays de Galles se sont dotés d'une loi spécifique à la violence conjugale, le Section 76 du Serious Crime Act de 2015, qui est un premier effort pour pouvoir criminaliser le contrôle coercitif. Quelques années plus tard, l'Écosse a créé sa propre législation, suivie de l'Irlande, faisant que le Royaume-Uni au complet ait des lois relatives au contrôle coercitif. Puis, dans les dernières années, l'Australie s'y est mis également avec toute une série de législations qui sont ou bien à l'étude ou qui ont été très récemment mises en application. Si on peut aller à la prochaine. Donc, il y a plusieurs raisons qui sont portées par les gouvernements sur pourquoi est-ce qu'ils ont choisi d'aller de l'avant avec des infractions, pourquoi ils ont choisi d'étudier des infractions relatives au contrôle coercitif. Premièrement, pour essayer de se rapprocher de la réalité des victimes. Donc, dans la plupart des systèmes de droit pénal, les infractions contre la personne sont traitées au travers d'événements uniques. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne avec les voies de fait, par exemple. Puis, il y a certains comportements qui sont relatifs à la violence conjugale et au contrôle coercitif qui ne sont pas couverts, qui ne sont pas capturés, qui ne sont pas couverts par les lois existantes. Également, toute la dynamique de contrôle coercitif comme étant un film, comme je disais plus tôt, comme étant quelque chose qui se produit dans le long terme et qui se produit au travers d'une multitude de tactiques utilisées pour contrôler l'autre personne. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas capturé, par le droit. Donc, c'est la première raison qui est mise de l'avant. Si on va à la prochaine page. La deuxième raison mise de l'avant, c'est la protection des victimes. Donc, comme je disais tout à l'heure, le contrôle coercitif, c'est un prédicteur de violences sévères futures et potentiellement d'homicide. Ça a des effets délétères très, très importants sur les personnes qui vivent ce genre de dynamique-là. Puis aussi, les intervenants judiciaires des pays qui ont été sondés, ou est-ce que la question a été sondée, ont mis de l'avant qu'ils se retrouvaient souvent face à des situations de contrôle coercitif ou de violence conjugale pour lesquelles ils n'avaient pas les outils pour pouvoir aller judiciariser, ils n'avaient pas les outils pour pouvoir venir intervenir dans les dossiers de manière adéquate. Alors, criminaliser, c'était aussi une idée de pouvoir se donner des outils pour pouvoir intervenir. Finalement, l'utilisation de la loi serait également, en théorie, un outil de dissuasion pour essayer d'empêcher de nouvelles personnes de commettre des infractions de ce genre. Si on va à la prochaine diapo. Le dernier point qui revient régulièrement dans les justificatifs pour criminaliser le contrôle coercitif, c'est l'élément symbolique. Donc, c'est l'idée que l'État se positionne fermement
contre les violences basées sur le genre et également que l'État reconnaît les situations que vivent les victimes de violences conjugales, en partie pour essayer de rétablir un lien de confiance avec les victimes qui, on se rappelle, ne dénoncent pas dans la majorité des cas les violences qu'elles vivent et donc n'entrent pas nécessairement dans les systèmes de justice pénale. On peut aller à la prochaine. Alors, l'Australie, le Royaume-Uni ne sont pas les seuls pays à s'être dotés de lois relatives au contrôle coercitif. Le Canada est également en train d'étudier la question, comme je disais plus tôt. La notion du contrôle coercitif s'est entrée dans les lois canadiennes en premier au travers de la loi sur le divorce de 2021, où est-ce que dans la définition de violence familiale, on a un comportement coercitif et dominant qui a été rajouté. C'est également un facteur à considérer dans l'intérêt de l'enfant au niveau de la violence familiale, incluant la violence coercitive. Il y a également eu une loi modifiant la loi sur les juges en 2023, où est-ce que les juges canadiens sont retrouvés à faire la formation continue sur les questions relatives aux violences conjugales, incluant le contrôle coercitif dans les relations de partenaires intimes. La loi sur les armes à feu a également récemment été modifiée pour ajouter la définition de violence familiale incluant le contrôle coercitif. Et finalement, le contrôle coercitif, c'est quelque chose qui apparaît de plus en plus dans la jurisprudence à l'ensemble du pays. Je vous ai mis un extrait d'un jugement Reine contre Kalenix, où le juge Galiad Santos à la Cour du Québec dit « Domestic violence is a profound social problem. It is a scourge that disproportionately targets women and is rooted in antiquated notions of control and inequality that have no place in civilized society. » Donc, c'est un discours qui revient fréquemment dans la jurisprudence présentement. Pour ce qui est de la criminalisation à proprement parler, le premier essai pour pouvoir se rendre vers une criminalisation a été fait par Randall Garrison du NPD en 2020. Garrison a porté le projet 2 fois, mais ça n'a pas été concluant. Et finalement, l'année dernière, Laurel Collins, encore une fois du NPD, a proposé un nouveau projet de loi pour criminaliser les comportements contrôlants et coercitifs, qui a été adopté à l'unanimité à la Chambre des communes du Canada et qui est présentement en attente de deuxième lecture au Sénat. En fait, je vous dis ça, puis possiblement commencer sa deuxième lecture au Sénat cette semaine. Il faudrait que je revérifie, mais c'est en cours. Donc, si on va à la prochaine diapositive. Je vous mets ici à l'écran, c'est un témoignage qui a été rapporté par Michel Ferreri du Parti conservateur du Canada. Donc, il s'était fait confier une histoire de la part d'une victime au travers des travaux parlementaires sur la question du contrôle coercitif. Je trouvais que c'était très parlant. Donc, ce qu'elle disait, c'est « Je préférerais recevoir un coup de poing au visage plutôt que subir des années de violence émotionnelle, verbale et psychologique. Je me suis déjà adressée à la police à quelques reprises à propos de diverses situations, mais elle n'a rien pu faire d'autre que lui parler et l'avertir. La police m'a dit que rien ne pouvait être fait tant qu'il ne me blessait pas physiquement. Les effets et les dommages de la violence émotionnelle et psychologique sont horribles et épuisants, aussi bien mentalement que physiquement. Je suis séparée depuis 4 ans et j'essaie encore de trouver la paix et de me reconstruire. C'est très difficile à faire lorsqu'on est victime de mauvais traitements, mais avec du temps et beaucoup d'aide et de soutien, c'est possible. L'adoption du projet de loi serait utile. Donc, faisant place à la voix de certaines victimes qui voient un sens dans un projet de loi criminalisant le contrôle coercitif. Alors, si on va à la prochaine diapositive, là, ici, j'ai un sommaire, donc un petit résumé de ce projet de loi-là, puis ensuite, je vais venir vous décortiquer. Alors, le texte modifie le code criminel pour ériger une infraction sur le fait d'exercer le contrôle coercitif à l'égard d'un partenaire intime par la combinaison ou la répétition d'un de ses actes. Donc, il y en a 3 formes: user de violence ou tenter ou menacer de le faire, contrainte à une activité sexuelle ou tenter de le faire, ou agir de toute autre manière. Dans le cas où il est raisonnable,
ce qu'il soit possible de faire croire au partenaire intime que sa sécurité ou celle d'une personne qu'il connaît est en danger. Le dernier point, ça a l'air de charabia, on va y revenir. Donc, si on va à la prochaine diapositive. Alors, ça, c'est le détail de l'infraction. Pour des questions de temps, on va aller relativement rapidement. Donc, comment l'infraction quiconque se livre de manière répétée aux actes qu'on va voir à la prochaine diapositive, soit pour faire croire à son partenaire intime que sa sécurité est en danger, ou sans se soucier, avec une insouciance, que ça pourrait faire croire à la victime qu'elle est en danger. 3 points définitionnels ici. Répéter, si on clique une première fois. Katia? Répéter, ça veut dire au moins 2 fois. Donc, ça suit la disposition des délinquants dangereux. Ensuite, si on clique encore, partenaire intime, parce que c'est l'article 2 du Code criminel, époux, conjoint de fait, partenaire amoureux, actuellement ancien d'une personne, extrêmement important parce que le contrôle coercitif continue et même a tendance à s'amplifier après la séparation. Puis finalement, sécurité qui implique autant la sécurité physique que la sécurité psychologique de la personne. Si on clique encore, l'élément matériel de l'infraction, ce serait... pardon, peux-tu cliquer une autre fois, s'il te plaît, Katia? Donc, c'est les éléments comme on a parlé tout à l'heure, violence, coercition sexuelle ou des comportements contrôlants qui sont reliés au contexte d'abus. Alors, il y a une liste non exhaustive qui a été rajoutée avec le projet de loi et la partie comportement contrôlant, c'est l'élément, ce sont les éléments de preuve, les éléments matériels qui n'étaient pas qui n'existait pas jusqu'à présent, ou qui n'existe toujours pas dans le Code criminel canadien. Ensuite, si on clique encore, donc au niveau du mens rea, donc au niveau de l'élément mental, c'est une traduction du test de la personne raisonnable qui est utilisé en Écosse. Est-ce qu'on peut raisonnablement conclure que les comportements peuvent faire craindre à la victime que sa sécurité physique ou psychologique est en danger? C'est un test objectif. Nathalie Levman, qui est avocate et qui est venue expliquer la loi au Parlement lors des débats parlementaires, indiquait la jurisprudence d'appel qui interprète cette définition précise que le critère est objectif, ce qui signifie qu'il faut déterminer s'il est raisonnable de s'attendre à ce que le comportement ait de la conséquence interdite et non s'il a réellement entraîné cette conséquence. Donc, l'objectif, c'est d'éviter que le fardeau de la preuve soit entièrement sur les épaules de la victime ou est-ce qu'il faudrait aller prouver que sa sécurité physique ou psychologique a réellement été atteinte. Donc, si on continue à la prochaine diapositive. Donc, une combinaison ou une répétition des actes. Donc, tu peux cliquer, Katia. Donc, d'user de la violence, si tu cliques quelques fois, c'est contre différentes personnes. Donc, le partenaire intime, un enfant à la charge du partenaire, une autre personne que le partenaire intime connaît ou un animal à la charge de la partenaire intime. Et ensuite, par contre, le deuxième élément, contraindre ou tenter de contraindre le partenaire intime à une activité sexuelle. Puis, si on passe à la prochaine diapositive. Y compris de manière, dans le cas où il est raisonnable de s'attendre, compte tenu du contexte, encore une fois, soit possible de faire croire au partenaire intime en agissant ainsi que sa sécurité ou celle d'une personne qu'il connaît est en danger. Donc, le contexte, si on clique, vient tenir en compte de la nature de la relation, de la situation de vulnérabilité potentielle du ou de la partenaire intime. Puis, peux-tu cliquer encore, Katia, s'il te plaît? Comme je disais, il y a une série d'actes non exhaustifs qui est attachée à ce projet de loi-là, qui est basé sur des exemples internationaux et aussi sur des travaux qui ont été faits
par Justice Canada l'année dernière pour pouvoir cibler en quoi est-ce que le contrôle coercitif consiste. Donc, à la prochaine page, à la prochaine diapositive, j'ai cette liste-là. On ne va pas en faire le tour, mais essentiellement, c'est tout le genre de comportement dont je vous ai parlé depuis le début de la présentation. L'objectif, c'est de pouvoir en donner des exemples pour que ce soit plus facile aux membres de l'ordre, puis au personnel judiciaire de pouvoir interpréter et appliquer la loi. Puis, ce sont des comportements qui ne sont pas nécessairement criminalisables en soi. Je vous donne un exemple. Si on a une personne qui se fait reconduire au bureau par son conjoint ou sa conjointe tous les matins et se fait ramener à la maison tous les soirs, ça peut être que la deuxième voiture du couple est brisée. Ça peut être que les deux conjoints aiment faire ce voyage ensemble. Ça peut être des considérations pratiques. Ça peut être toutes sortes de raisons peuvent justifier le comportement de manière tout à fait raisonnable. Par contre, dans un contexte de contrôle coercitif, ça pourrait être que la personne victime n'a pas le droit de socialiser en dehors de ses heures de travail et que ses comportements sont contrôlés et monitorés par son conjoint ou sa conjointe abusive. Donc, dans ce contexte-là, le comportement pourrait être pertinent dans cette infraction. Donc, si on continue. Donc, tu peux cliquer plusieurs fois. J'allais faire le tour, mais on va pas faire le tour de tous les éléments. Oui, excusez-moi, j'ai un problème avec le... Petite seconde. Voilà. Super. Donc, au niveau de la peine, c'est tu serais un acte criminel passible d'emprisonnement maximal de 10 ans pour refléter la peine du harcèlement criminel puis permettre l'enregistrement au registre de délinquants dangereux. Ou ça peut être une infraction punissable par déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Alors, pour la suite, alors qu'est-ce qui ressort de l'international par rapport au défi d'application d'un tel type d'infraction? Le premier élément, c'est que il y a des inquiétudes qui sont soulevées sur la portée de la loi, puis la manière dont ça peut impacter les victimes de violences conjugales. Donc, rajouter une nouvelle infraction au code criminel, c'est rajouter une infraction au travers d'un système qui a déjà une charge très lourde, un système qui a déjà certaines limitations qui ne seront pas modifiées par l'ajout de cette nouvelle infraction-là. Le parcours, le fait d'être dans des procédures juridiques peut être traumatisant pour les victimes de violences conjugales. Dans le cadre du contrôle coercitif, on peut parler d'avoir à exposer des années et des années de souffrance et d'humiliation qui se sont produites dans l'intimité. Les victimes peuvent avoir même la difficulté à articuler leur propre expérience. C'est quelque chose qui peut prendre des années après la fin de la séparation pour être capable de pouvoir faire sens à ce qui s'est produit. Il y a certaines personnes qui craignent que la loi soit instrumentalisée par les abuseurs conjugaux. Puis, un point qui revient très régulièrement, c'est que certaines populations sont déjà marginalisées et sont déjà surreprésentées dans le système de justice pénale canadien, puis que cette tendance pourrait continuer de se produire au travers de cette nouvelle infraction. Si on va à la prochaine. Il y a également des inquiétudes qui sont soulevées par rapport au libellé. Le concept du contrôle coercitif, on pourrait argumenter que c'est quelque chose qui se produit également à l'extérieur du couple. Donc, que l'utilisation d'une connaissance fine d'une personne dans son entourage, puis en fait, des connaissances fines d'une personne pendant notre entourage, pour pouvoir déployer
une panoplie de tactiques pour pouvoir la contrôler. Ça pourrait se produire également dans la famille ou même dans un contexte institutionnel. On pourrait penser à une personne qui est en perte de capacité et dont les décisions sont, et qui ne peut pas prendre toutes ses propres décisions. Il y avait un mémoire qui a été déposé par Inclusivité Canada, par exemple, qui indiquait un membre de la famille qui fournit le soutien nécessaire à un adulte ayant une déficience intellectuelle pourrait voir son comportement mal interprété en raison d'un libellé législatif vague. Donc, ça, c'est des éléments qui sont remis en question régulièrement face à l'idée du contrôle coercitif et sa criminalisation. Si le concept n'est pas assez clair, ça veut dire que ça peut être difficile de le mettre en application. Puis, il peut également y avoir des problèmes au niveau du respect des droits des accusés qui ne seront pas nécessairement de quoi exactement ils sont accusés. Si on va à la prochaine. Au niveau de l'opérationnalisation de la loi, donc la mise en application, premièrement, ce qui revient régulièrement, c'est que tous les intervenants judiciaires, des policiers jusqu'aux juges, auraient besoin d'être formés à la même hauteur pour qu'il y ait une uniformité dans l'application de la loi. Ensuite, il y a des inquiétudes par rapport à la construction de la preuve. On parle de dossiers qui auraient besoin d'être étoffés, d'être compris avec une certaine finesse pour pouvoir réussir à cerner la dynamique d'abus. Alors, comment est-ce qu'on gère les situations qui ne sont pas très claires? Comment est-ce qu'on gère les zones d'ombre? Puis, le fait d'avoir des dossiers aussi étoffés, est-ce que ça ne créerait pas une lourdeur administrative qui ferait que l'infraction serait peu utilisée et qu'en fait, on viendrait utiliser d'autres types d'infractions préexistantes pour traiter de la violence conjugale? Ensuite, si on va à la prochaine. Pour ce qu'on voit au niveau du Royaume-Uni, parce que l'Écosse et l'Angleterre, c'est les deux juridictions où est-ce que les lois sont en application, les lois très complètes sur le contrôle coercitif sont en application depuis la plus longue période de temps. On peut voir que c'est seulement une petite partie des infractions relatives à la violence conjugale qui sont traitées sous les nouvelles lois. Alors, c'est quelque chose qui est encore en développement, donc ce serait peut-être attendu à avoir une plus grande utilisation. Ensuite, si on va à la prochaine. Il y a par contre des différences au niveau de l'Angleterre puis de l'Écosse dans la manière dont les intervenants judiciaires perçoivent la mise en application des lois, comme est sorti dans un rapport cette année. Alors, en Angleterre, il n'y a pas eu d'exigence pour une formation de manière uniforme avec la nouvelle loi au travers du pays. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une certaine difficulté à appréhender les crimes de contrôle coercitif, que les intervenants judiciaires trouvent difficile de faire la différence entre les conflits de couple normaux et le contrôle coercitif et qu'ils se retrouvent à manquer de temps pour réussir à monter leur dossier. Alors qu'en Écosse, les policiers se sont dit comme étant confiants à être capables de monter les dossiers et à réussir à les porter à bout. Mais l'Écosse a une exigence de corroboration à intégrer à son code pénal qui n'existe pas en Angleterre. Alors, si on va à la prochaine diapositive. Ce qui revient continuellement, puis je l'ai dit, je le redis, c'est l'importance de la formation des intervenants et des intervenantes judiciaires à tous les niveaux pour pouvoir réussir à bien s'entendre sur le contrôle coercitif, qu'est-ce que c'est, puis pour pouvoir appliquer l'infraction. Les intervenants judiciaires de ces pays-là ont également mis de l'avant que la formation était particulièrement importante pour éviter que ce soit seulement les populations qui sont plus marginalisées qui se retrouvent visées par la nouvelle infraction. Les défis reliés à sa mise en application, en fait, les défis généraux qui sont reliés à la violence conjugale ou aux violences interpersonnelles, comme je disais un peu plus tôt, restent présents avec les nouvelles infractions. Puis ici, on va à la suite. Alors, ça fait un peu le tour.
Ce que je pourrais dire, c'est qu'en conclusion, il y a vraiment des points positifs et des points négatifs à l'idée de la criminalisation du contrôle coercitif. L'exemple international nous dit que c'est quelque chose qui est en développement, c'est quelque chose qui continue d'avoir certains points un peu de questionnement par rapport à l'application d'une certaine loi. Mais ce qu'on peut voir lorsqu'on regarde les discours politiques, lorsqu'on regarde la situation au niveau canadien, c'est qu'il y a énormément d'énergie et de volonté qui est mise dans ce projet-là présentement. Puis, il y a une volonté très claire de faire quelque chose pour adresser le contrôle coercitif et définitivement une meilleure compréhension qu'il y a quelques années du phénomène par nos décideurs. Alors, reste à voir comment est-ce que ça va se produire. Il reste à suivre les travaux parlementaires pour la suite. On se croise les doigts. Merci. Merci beaucoup. Merci, Amélie. Merci. Peut-être qu'on a quelques minutes pour prendre quelques questions qui ont été posées au fur et à mesure dans le chat et dans le Q&A. J'en ai noté quelques-unes. Une question qui a été posée, c'est à l'effet du cas que tu as exposé, donc qui provient de ta pratique personnelle. Donc, il y avait une question à ce sujet. Donc, on aimerait savoir un peu plus comment tu as pu travailler la suite des choses dans cette situation particulière. Donc, cette femme qui subissait du contrôle coercitif depuis plusieurs années, qui était séparée et qui ne voyait pas la fin de ce cauchemar. Donc, comment tu as pu la soutenir et peut-être en lien avec la loi. Je pense que tu as travaillé en Écosse notamment. Donc, comment tu as pu travailler avec le système peut-être dans cette situation particulière? Si tu peux nous en dire quelques mots. Oui, donc la personne avec qui j'avais travaillé, elle, sa situation s'est résolue pas au travers vraiment des recours judiciaires, mais lorsqu'elle a réussi à déménager de manière anonyme pour pouvoir être dans un lieu plus sécuritaire. Le problème qu'il y avait dans son cas, c'est que les conditions de libération étaient clairement pas suffisantes pour pouvoir réussir à aider à son sentiment de sécurité. En fait, le parcours judiciaire lui-même, comme on peut voir très souvent en violence conjugale, était un stress énorme qui était à ajouter au reste de ce qu'elle était en train de vivre. Alors, je me rappelle quand j'ai fait son évaluation du risque après son déménagement, sa santé mentale avait remonté, ses idées suicidaires avaient complètement diminué, mais ça avait nécessité qu'elle bouge, puis qu'elle bouge de manière anonyme, ce qui est un énorme sacrifice à faire pour une personne. Au niveau de DASA, le Domestic Abuse Scotland Act, c'est un petit peu difficile à dire. Quand moi, je faisais ma pratique, essentiellement, je travaillais avec un organisme communautaire qui faisait l'aide à la cour. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait la traduction des procédures judiciaires pour les victimes, puis on les accompagnait dans tout le processus jusqu'à ce qu'elles se retrouvent à témoigner en procès. Puis ensuite, on leur donnait tous les résultats de cour. Ce qu'on percevait, c'était que les cas qui étaient sous DASA, donc sous la nouvelle loi de contrôle coercitif, avaient encore une fois toutes les mêmes problématiques que les lois habituelles. Donc, le stress, le vécu des procédures pour les victimes qu'on accompagnait était très similaire à celui pour les autres infractions qui étaient déjà en usage. Puis, c'était très difficile d'avoir une idée de quels éléments de preuve étaient mobilisés par la Cour ou n'étaient pas mobilisés par la Cour pour pouvoir prouver l'infraction. Donc, ça se peut que dans les dernières années, il y a eu une amélioration des processus, puis que ça se produise un peu mieux, mais il y avait définitivement un manque de transparence qui causait un stress énorme aux victimes qui ne savaient pas, est-ce que je leur donne mon journal intime? Est-ce que le témoignage de mon voisin, c'est quelque chose qui va être utile ou pas utile? Est-ce que pour cette infraction? Puis une chose qu'on voyait, c'est de manière régulière, c'était que l'infraction de DASA était réduite à d'autres infractions qui étaient plus faciles à prouver. Donc, justement, les anciennes infractions qui portaient sur la violence conjugale, des infractions de violence interpersonnelle. Mm-hmm. Donc, on voit que c'est pas la panacée là, non plus, puis qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. C'était pas une solution magique. Ouais, c'était pas une solution magique. Mm-hmm. Ça, c'est sûr.
Ensuite, il y avait certaines questions qui portaient la notion de partenaire, sur la notion de partenaire intime, qui peut parfois être Mhm. trop étroite. Là, tu en as fait mention, donc qui inclut pas, dans le fond, qui pourrait pas inclure la famille élargie, par exemple. Oui, c'est ça. Donc, t'en as parlé déjà. Donc, il y avait une question à cet effet-là, mais aussi la Mhm. question du temps écoulé depuis la séparation. Donc, est-ce Oui. qu'on pourrait considérer qu'un partenaire intime, 6 ans, par exemple, post-séparation, ça entrerait dans cette définition-là ou pas? Il y avait une Oui. question à cet effet-là. Absolument. Donc, au niveau canadien, pour ce qui est du projet de loi actuel, c'est vraiment partenaire intime dans le sens de relation amoureuse qui est considéré. Il y a d'autres infractions, comme si on revient à l'infraction d'Angleterre, qui s'élargit aussi qui est élargie pour la famille également. Donc, c'est vraiment un choix idéologique de le faire pour partenaire intime, c'est de dire qu'il y a quelque chose de particulier à cette dynamique spécifique-là, puis c'est ça qu'on veut aller criminaliser. Après, le contraire s'argumente définitivement aussi. Pour ce qui est du délai, la première version de la loi qui est à l'étude canadienne mettait une période de temps post-séparation. Après quoi, est-ce que c'était plus possible de poursuivre sous cette loi-là? Mais ça a complètement été enlevé. Pourquoi? Parce que les violences conjugales post-séparation peuvent continuer des décennies durant après. Donc, ça faisait pas vraiment de sens d'avoir un délai spécifique après la séparation, après quoi c'était plus possible de pouvoir aller dénoncer les abus. Tout à fait. Donc, une autre question peut-être, on a encore un petit peu de temps, peut-être un peu plus technique. Donc, quelqu'un a demandé si le principe de mens rea pourrait être mobilisé dans une défense qui viendrait dire en somme, je savais pas que c'était mal ces actions-là. Donc, Ouais. peut-être, là, c'est une question vraiment pour un juriste là, averti. Peut-être que tu peux nous démêler ça un peu. Donc, au niveau du mens rea, comme je disais, c'est un test, c'est un test qui est objectif. Donc, c'est quelque chose qui est, en fait, l'intentionnalité est déduite des comportements, puis du contexte des comportements. Donc, à la place d'essayer de sonder la psyché de la personne qui a commis les actes ou d'aller vérifier c'est quoi les dommages sur la personne victime, on se demande est-ce qu'une personne est-ce qu'une personne raisonnable, en regardant la situation, pourrait dire oui, ça c'est quelque chose qui peut affecter négativement, peut causer des dommages à la victime, tout en prenant en compte une situation de débalancement de pouvoir entre les deux partenaires. Puis ça, c'est un point qui est super important pour essayer d'éviter du moins qu'il y ait un renversement sur qui est-ce qui est considéré comme étant la victime principale ou l'abuseur principal dans la situation. Mm-hmm. Je comprends qu'il y a des limitations à l'application de ces éléments-là, puis qu'on va voir comment ça se concrétise, puis qu'il y a beaucoup de juristes qui se demandent, OK, on va maintenant la pratique. Tout à fait, tout à fait. Donc, on approche de la fin, peut-être en terminant. Donc, un projet de loi qui est sous étude par le Sénat, tu l'as mentionné tantôt. On est dans une période, ça faisait partie des questions, dans une période où le gouvernement risque de se dissoudre. Donc, peut-être en terminant, peut-être de ton point de vue personnel, comment tu jauges la situation actuelle politique et l'avancement de ce projet de loi donc, peut-être qu'on pourrait se laisser là-dessus parce que personne connaît l'avenir, mais est-ce que ça risque quand même d'être adopté, ce projet de loi, à ton avis? Si le Il me gouvernement... reste une toute petite seconde. Je vous informe juste que j'ai mis le sondage. Si vous pouviez y répondre, s'il vous plaît, je l'ai mis dans le chat. Je sais qu'il y a des personnes qui commencent à quitter, mais si vous pouviez prendre quelques minutes pour répondre à ce sondage dans le chat qui a été mis, vous pouvez juste cliquer sur le lien et y répondre, ça serait très gentil. Merci. Désolée d'avoir coupé, je te relaisse la parole, Amélie. Non, c'est bon. Je pense si le gouvernement réussit à se maintenir dans les prochains 6 mois, on a une chance de voir la loi accoucher. La sénatrice qui porte le projet de loi présentement est très, très proactive à essayer de le faire aboutir.
Mais ça va demander un certain temps pour que les procédures au niveau du Sénat réussissent à terminer. Si le gouvernement est dissous, on repart à zéro. Donc, il n'y a pas de garantie. Donc, on souhaite, en tout cas, ce serait peut-être le mot de la fin, on souhaite que les choses avancent dans la bonne direction. Donc, je te remercie beaucoup, Amélie. C'était extrêmement intéressant, extrêmement informatif aussi. Je pense que tout le monde a pu l'apprécier. Donc, je vous remercie à tous et à toutes pour votre attention. Et je l'ai mentionné plus tôt, mais le webinaire, l'enregistrement du webinaire et les diapositives seront rendus disponibles sur le site du projet Violence familiale et droits de la famille. Donc, j'ai mis le lien dans le chat, mais on pourra vous tenir au courant là, de ces informations. Donc, le webinaire va être disponible pour ceux qui voudraient le réécouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Amélie. Merci à tout le monde d'être présent.